Pourquoi quelque chose est beau, pourquoi quelque chose est très beau. Toutes les cultures doivent se parler, les unes piqueront dans les autres. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Quand j'écris des romans, je ne suis pas en train de faire des manifestations. Le livre de la semaine sur Africa numéro 1, présenté par Stéphanie Hartmann. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le livre de la semaine, des propositions de lecture pour porter un autre regard sur le monde, pour mieux le comprendre. Aujourd'hui, un livre sur l'histoire de la littérature africaine francophone, mais pas que. Un ouvrage qui combine littérature, philosophie, psychologie, ethnologie, études postcoloniales. La haine de soi dans le roman africain francophone se lit comme une thérapie. Nous en parlons avec son auteur, Bouraïma Ouattara. Bouraïma Ouattara, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes docteur en philosophie et en sciences sociales de l'école des hautes études en sciences sociales, justement. Alors, partant du principe que la culture, c'est du politique, que la littérature parle de la société, vous examinez le motif de la haine de soi, un motif qui marque, selon vous, beaucoup la production littéraire africaine. Alors, ça va être difficile de restituer la profondeur de votre propos, mais tout d'abord, pour rentrer en matière, est-ce qu'on peut dire que cette haine de soi, elle a pour origine principalement l'esclavage et la colonisation, voire la colonisation mentale? On pourrait, et cela suppose donc défier la haine de soi, c'est aussi décoloniser les esprits, comme disait Bationgo et comme le pensent les théories postcoloniales aujourd'hui. Il y a une forme de décolonisation épistémique, c'est-à-dire de décolonisation des savoirs qu'il nous reste à opérer, faute de quoi nous persévérons dans la haine de nous-mêmes. Alors, pour expliquer tout d'abord la haine de soi, vous convoquez le philosophe Adorno, un juif ayant fui le nazisme. Vous convoquez aussi Théodore Lessing, auteur de La haine de soi, le refus d'être juif. En quoi il y a une alliance finalement presque objective entre juifs et noirs autour de ce motif de la haine de soi? Il y a une alliance dans l'exacte mesure où Lessing, en proposant la haine de soi comme théorie, en a posé le principe de son universalité. Autrement dit, c'est en opérant un transfert épistémologique des études juives vers la littérature négro-africaine que j'ai essayé d'excaver un peu ce qui ressortissait de la haine de soi. Alors, quant à Adorno, il faut dire que quand il est arrivé aux États-Unis, il a produit un certain nombre de textes en lesquels on peut lire, par exemple, les échos de sa formation de musicologue. Il a travaillé sur le jazz. Il y a un philosophe, je crois, camerounais qui s'appelle Geoffroy Bidima, qui, en lisant Adorno, a pensé que Adorno avait succombé à la tentation du racisme noir. Et moi, j'ai pris le contre-pied de cette position, dans la mesure où chez Adorno, ce qu'il faut percevoir, c'est d'abord l'éloge de la singularité. Or, il n'y a pas de singularité s'il n'y a pas d'identité. C'est en cela que la question identitaire arrive comme une espèce de salut, pour ainsi dire, de la haine de soi. C'est comme ça qu'il faut entendre le fait quand il dit finalement que le jazz a perdu sa singularité quand il est devenu une musique de masse, de consommation de masse, c'est bien ça? Tout à fait. C'est la critique d'une certaine façon de la raison instrumentale, qui, sous l'angle de la musique, n'est pas loin de l'idée de marchandisation des biens culturels, une idée qui était très très chère à Adorno, à Horkheimer et à d'autres penseurs de la même époque. Alors, je le disais, votre livre est aussi un livre sur l'histoire des idées, et on parcourt, voilà, comme ça, 80 ans d'histoire des idées. Né dans les années 30, la négritude est un courant littéraire et politique qui rassemble les écrivains noirs francophones pour revendiquer justement cette identité noire et sa culture, la valoriser. Il y a Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, pour ne citer que cela. Vous revenez sur le procès justement qu'on a fait à ce courant. On se rappelle du propos de Wole Soyinka, le prix Nobel nigérian, qui avait dit « Un tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit ». Alors, il faut dire que la négritude n'a pas péché par haine et par honte de soi. Bien au contraire, la négritude a affirmé l'identité, la fierté d'être soi. Bon, évidemment, cela a été combattu non seulement par Wole Soyinka, c'est-à-dire du côté anglophone, mais aussi du côté francophone, où eux, on a pensé que Senghor, notamment,
puisque si Césaire a inventé le concept, c'est Senghor qui a essayé de lui donner des pourtours théoriques défendables. On a donc pensé qu'il y avait là une essentialisation de l'homme noir. Mais évidemment, on s'est focalisé un peu sur la préface que Sartre a rédigée, qui s'appelait Orphée noir, dans laquelle les hypothèses et les idées philosophiques, notamment de la phénoménologie sartréenne, intervenaient pour faire de l'homme noir un être, pour lui proposer une âme qui serait noire. Donc, dans toute cette confusion, évidemment, Senghor a été pris à partie. Malheureusement, je crois que c'était par lecture précipitée et qu'on n'a pas compris ce que Senghor voulait dire, d'autant plus qu'in fine, il proposait une rencontre des singularités. Alors justement, hein, vous dites, finalement, on a mal compris quand Senghor dit que l'émotion est nègre comme la raison est hellène. Pourtant, beaucoup y ont vu une dépréciation des cultures africaines. Quelle est la lecture de cette phrase, selon vous? Alors, selon moi, évidemment, il faut pas, sous forme de boutade, Senghor était agrégé. Que je sache, il n'a pas passé l'agrégation avec des émotions. Il y a quand même un minimum de rationalité qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut dire, c'est que au moment où Senghor écrit et au moment où la négritude s'affirme, il y a toute une révolution épistémologique en matière de science et en matière de connaissances scientifiques, notamment les données immédiates de la conscience de Bergson, par exemple, ou même du côté allemand, les pensées de Schopenhauer, de Nietzsche, de Kierkegaard, etc., qui allaient contre l'outrecuidance et le solipsisme de la rationalité pour poser d'autres voies d'accès à la connaissance. Autrement dit, l'émotion est tout aussi bien une faculté de connaître, mais c'est une faculté de connaissance qui, à l'instar de l'intuition, vient compléter le cheminement de la raison. Alors, Senghor ne dit pas que dire que Senghor pense que l'émotion serait purement nègre, amputée de toute faculté cognitive, me paraît un peu trop rapide et un peu trop léger. Oui, finalement, c'est une vision rabaissée de l'émotion. Tout à fait. Qui est autant que la raison porteuse de savoir. D'autant plus qu'il n'inscrit pas, ce me semble en tout cas, la raison et l'émotion dans un plan euclidien. Non. Il n'y a pas d'un côté la raison, de l'autre. Bon, et évidemment, c'est par exemple quelqu'un comme Emmanuel Kant, on se rend bien compte de ce que l'intuition accompagne la raison. Merci pour cette leçon de philosophie. Je vous en prie. Alors justement, face à cette négritude triomphante, écrivez-vous, vous dites, le roman du désenchantement va se charger de rabattre cette joie. Alors au lendemain des indépendances, de nombreux romans vont se faire le récit du désenchantement. On pense bien sûr au Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma. La littérature post-indépendance est très marquée par la désillusion, l'absurdité politique. Selon vous, Amadou Kourouma reprend les poncifs de la littérature coloniale. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement que le contexte politique, la désillusion née des indépendances a encore plus nourri ce rejet de soi? Alors, je crois que pour Amadou Kourouma, il est important, me semble-t-il, de le lire à l'envers. C'est-à-dire de considérer d'abord, en attendant le vote des bêtes sauvages, avant de lire Les Soleils des indépendances. Pourquoi ? Parce que les romanciers d'Afrique noire n'ont pas suffisamment fait écho à la guerre froide. Dans les romans négro-africains, à l'exception notable d'Emmanuel Dongala, il est rarement évoqué, la guerre froide. Or, cette guerre froide, si nous l'avions examinée attentivement, nous saurions qu'elle est pour quelque chose dans l'assombrissement des soleils des indépendances. Ça, Amadou Kourouma ne l'a pas fait. Alors, par ailleurs, il me paraît important de parler plutôt de Yambo Ologem, le devoir de violence. Le devoir de violence, chez qui les soleils, effectivement, se sont assombris et chez qui on trouve les prémices d'une haine de soi. Dans la mesure où il donne à voir une Afrique barbare, une Afrique sauvage, une Afrique non civilisée, dont le salut ne viendrait que du christianisme et donc de la civilisation occidentale. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, quand on nous dit que la colonisation a été un bienfait, évidemment, ça remonte à plus longtemps. Et effectivement, vous vous attaquez à des grandes figures comme ça de la littérature négro-africaine, c'est pour reprendre votre expression.
Et on entend en lisant votre ouvrage la difficulté consciente ou non de ces auteurs africains francophones de se détacher des discours coloniaux. Ils écrivent soit en réaction, soit en reprenant des thèmes. D'ailleurs, il me semble que dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Alain Mabankou, auteur contemporain, commence son discours par des références justement à la littérature coloniale qu'il semble intégrer comme forme de première littérature africaine. Alors, vous évoquez la production contemporaine dans votre livre, et là, l'auteur de Black Bazar, Alain Mabankou, n'est pas épargné, tout comme Amadou Kourouma, je dois le dire, et Yambo Wologem aussi, vous y allez fort avec eux. Pour vous, sa production fait le lit de la littérature coloniale. Vous écrivez ceci: le retour au sottisier colonial porte de toute évidence la marque d'un dénigrement de soi. Et pourtant, c'est l'un des auteurs les plus lus. Est-ce que la haine de soi, ça fait vendre? Je crois que oui, ça dépend du lectorat qu'on vise. Vous savez, il y a des stratégies éditoriales qui, ma foi, ont fait une espèce de sociologie du lectorat. Évidemment, quand vous donnez certains textes à des lecteurs européens qui n'entendent pas grand-chose des mutations et des mouvements des sociétés africaines, cela fait joli. Mais du point de vue conceptuel, il ne me paraît pas sain de s'approprier les éléments de l'anthropologie physique, les éléments des récits coloniaux pour bâtir des romans qui certes font vendre, qui certes apportent de la célébrité, mais au fond, est-ce ce qu'on recherche? Il faut vous dire que quand Senghor a lu Yambo Wologem, Le devoir de violence, sa première réaction a été la suivante. C'est un romancier qui a du talent. Mais que signifie le talent sans la responsabilité? Ce qu'on comprend aussi beaucoup, c'est que finalement, cette haine de soi qui marque la production littéraire africaine francophone, elle est aussi fortement liée dans l'écosystème dans lequel elle évolue. Beaucoup de ces écrivains sont publiés par des éditeurs européens, occidentaux, et pour un public occidental. C'est ça aussi c'est pour un public occidental qui est friand d'exotisme. Vous savez, nos romanciers d'Afrique noire ont la prétention que quand par exemple, des Français vont acheter leurs romans, c'est pour apprendre à lire le français ou apprendre à l'écrire. Non, ils y vont chercher autre chose. Et ces relents coloniaux et exotiques font plaisir à un lectorat qui n'est pas formé. Et vous vous battez aussi, vous insurgez presque aussi contre cette expression de dire je suis un écrivain du monde, je ne suis pas un écrivain africain. Comment expliquez-vous finalement que ces écrivains rejettent cette africanité? C'est une question très difficile. Ils la rejettent parce qu'ils croient que l'Afrique appartient de droit au monde. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que c'est le monde qui signifie à l'Afrique qu'elle existe. Et qu'elle participe des différents mouvements de production intellectuelle. Mais enfin, à quel degré? Il ne faut pas oublier que c'est la colonisation, ou du moins l'anthropologie physique, qui ont fait de nous des hommes. Et le mouvement n'a pas été suspendu. Dès lors qu'on déclare que le nègre est un homme, dès lors qu'on nomme le nègre, évidemment, on le sous-estime. C'est que ce n'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Et les romanciers d'Afrique noire n'ont pas compris que le monde qu'ils chantent ne les respecte pas. Ils reproduisent finalement le monde ancien. Absolument. Vous l'aurez compris, ce livre est surtout une réflexion sur la place de l'Afrique dans le monde. C'est un appel pour une décolonisation culturelle, mentale et donc politique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bourama Ouattara d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle votre essai La haine de soi dans le roman africain francophone paru aux éditions Présence africaine. Bonne journée. Merci beaucoup. C'était le livre de la semaine sur Africa numéro 1, présenté par Stéphanie Hartmann.